Bienvenue à toutes et tous pour ce troisième webinaire donc sur le nouveau standard, le nouveau schéma PEFC. Donc je suis Quentin Lallemand, donc chargé de mission chez FIBO Occitanie, et donc j'animerai ce webinaire ce soir. Donc le webinaire il est organisé ce soir par FIBO Occitanie, l'interprofession régionale de la filière forêt-bois en Occitanie, en collaboration avec l'association ETF Occitanie, donc association de défense et d'accompagnement des entrepreneurs forestiers du territoire, et de PEFC Territoire, donc la nouvelle structure issue de la fusion des différents PEFC régionaux, mais Coralie vous présentera plus en détail la structure. Donc le webinaire ce soir, c'est le second d'une série de 6 webinaires, enfin, le troisième pardon d'une série de 6 webinaires qui se dérouleront donc au cours du mois de novembre et décembre. Donc les prochains webinaires auront lieu au mois de décembre. Les replays des 2 premiers webinaires sont déjà disponibles pour YouTube pour celles et ceux qui les auraient loupés, donc sur la chaîne YouTube de FIBO Occitanie. Pour introduire ce webinaire, on va présenter rapidement les 3 structures partenaires du webinaire ce soir. Et après, on rentrera dans le vif du sujet. Donc, pour commencer, FIBO Occitanie. Donc, on est l'interprofession de la filière forêt-bois régionale. Donc, on rassemble l'ensemble des professionnels de la filière de l'amont à l'aval de la filière forêt-bois, du détenteur de la ressource donc jusqu'aux utilisateurs finaux, en passant par ceux qui récoltent, transforment et utilisent le matériau bois. Nos missions sont multiples à l'échelle régionale, donc animer et coordonner le réseau d'acteurs, les entreprises, les organisations professionnelles de la filière. Communiquer, donc promouvoir la filière bois sous toutes ses formes et la construction bois. Accompagner les entreprises et les acteurs, comme lors de ce webinaire ce soir par exemple. Et enfin, représenter la filière dans les différentes instances nationales, locales et régionales. Politiquement, oui, le document cadre en fait, qui fixe nos actions est celle de la filière. Donc, c'est le contrat de filière forêt-bois Occitanie. Donc, on est au second contrat de filière qui se déroule entre 2023 et 2026. Donc, il est co-rédigé, ce contrat de filière, avec les acteurs de la filière, l'État, la région et l'ADEME. Et il se déploie autour de 4 grands axes. Donc, faire connaître la filière forêt-bois auprès du grand public et aux utilisateurs de la ressource. Communiquer sur l'image de la filière. Ensuite, donc, la structuration économique, donc aller vers une filière fédérée et performante et mettre en relation les acteurs entre eux, rendre les métiers attractifs et les formations adaptées. Et enfin, donc, mesurer l'évolution et suivre l'évolution de la filière forêt-bois. Donc là, ça va passer par l'observation et la connaissance de la filière. Enfin, très rapidement, FIBOis Occitanie fait partie du réseau FIBOis France. Donc, c'est l'ensemble des interprofessions régionales qui sont regroupées au sein du réseau d'interprofessions nationales. FIBOis France, ça permet de porter une parole commune auprès des pouvoirs publics et des partenaires nationaux. Et on déploie aussi des outils en fait, à l'échelle nationale. Ça permet de partager les compétences et les savoir-faire au sein du réseau. Je vais maintenant laisser la parole rapidement à Vincent Finiel de TF Occitanie, donc le délégué de TF Occitanie, pour présenter rapidement sa structure. Bonjour à tous, merci Quentin. Oui, effectivement, je ne vais pas m'attarder trop longtemps, ce n'est pas l'objet, mais pour vous parler un petit peu de notre association, donc on est une association qui représente les entrepreneurs de travaux forestiers sur tout le territoire d'Occitanie. L'association a été créée depuis un peu plus de 2 ans maintenant et on regroupe une cinquantaine d'adhérents sur la région. L'objectif de notre association, c'est de représenter les entrepreneurs auprès des différentes instances politiques, que ce soit au niveau de la région, de la DRAF, de l'État, de les accompagner aussi sur l'ensemble de leurs besoins, que ce soit au niveau de la formation, de la sécurité, de la réglementation, de la relation client, par exemple, etc. Un grand nombre de thématiques. L'idée, c'est que les adhérents aussi développent la structure en faisant remonter leurs problématiques. Également, on les accompagne aussi sur tout le volet subvention et on est à la coécriture actuellement avec la région pour l'appel à projet d'aide à la mécanisation forestière sur 2026. Voilà, finalement, notre objectif, hein, comme c'est écrit ici, c'est de renforcer la compétitivité, le professionnalisme et la reconnaissance des entrepreneurs de travaux forestiers sur la région Occitanie. On a également un site internet etf-occitanie.fr et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations. Je vous remercie et je laisse la parole du coup à Coralie. Bonsoir à tous. Oui, je crois que j'ai une connexion un peu lente ce soir. Mais merci aux fidèles. Je vois qu'il y a des personnes qui ont suivi les 3 webinaires et qui sont encore là. Donc, je ne vous ai pas abattu complètement. Ça me fait plaisir. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, Coralie Victoire, la déléguée territoriale de PFC Territoire, site d'Occitanie. Bon, ma structure, je représente la certification PFC Territoire, donc c'est-à-dire l'entité qui permet de faire certifier
les propriétaires et les ETF sur le territoire d'Occitanie. Je vous ai remis pour rappel la petite carte de la structure, des différents interlocuteurs sur les différentes régions. Je ne reviens pas sur notre structuration. Mais pour ceux qui nous rejoignent ce soir, PEFC, c'est un label de certification de gestion forestière durable qui existe à l'international avec une force quand même particulière sur ce label-là, qui est un ancrage local. Vous le voyez, moi je suis implantée en Occitanie et de par ma maîtrise des acteurs et du territoire, ça donne une force à cette certification. Et cette certification de gestion durable, elle repose sur des exigences qui touchent à trois volets, aux trois volets de la forêt, l'environnement, le social et l'économique. Il n'y en a pas un qui prend le poids sur les deux autres, même si souvent le premier qui nous vient en tête, c'est l'environnement. Nous intégrons au même pied d'égalité le volet social et économique. Donc je passe vite. Je ne te fais pas de rappel des premiers webinaires. Il y en a un, c'était sur le calendrier et un peu le fonctionnement de PFC international, France et local. Et le deuxième, c'était, on a balayé comme un certain nombre d'exigences du standard. Le but aujourd'hui, c'est de continuer à balayer ces grandes exigences. Alors, la présentation que je vous fais n'est absolument pas exhaustive, mais ça vous donne quand même un regard assez précis des exigences qui seront en application, enfin qui peuvent être en application depuis mars 2025, mais qui seront obligatoirement appliquées par tous le 26 septembre 2026. Là, la transition court jusque fin septembre 2026. Donc, le thème d'aujourd'hui, nous allons parler de toutes les exigences qui sont associées globalement à l'activité exploitation forestière. Je mets entre guillemets toute l'activité de récolte, de coupe de travaux, tout ce qui se passe en forêt. Donc, les points qui sont directement liés et ceux qui se rattachent globalement. Et après, je balayerai quelques petits points qui restent dans le standard. Exception faite de la transformation, on en parlera spécifiquement lors du prochain webinaire. Je pense que même si ça ne tient pas les 35 minutes, le sujet de la transformation, sur ce qu'on entend, la définition, ça valait un arrêt, un focus dédié. Donc, par rapport à l'exploitation, la révision, donc les révisions qui ont lieu sur le schéma tous les 5 ans, globalement sur le nouveau standard qui sera en application, en tout cas par PEC Territoire dès le 1er janvier. Sur l'exploitation, il n'y a pas énormément de changements, je tiens à le dire. Et donc aujourd'hui, je suis là aussi pour faire une petite piqûre de rappel sur tout ce qu'il faut mettre bien en place dans le cadre de cette activité d'exploitation forestière au sens général. Encore une fois, PLC, c'est respecter le cadre réglementaire. Alors, dans le cadre réglementaire, il y a beaucoup de choses. Là, je vous ai mis quand même les points principaux. Il y en a d'autres, mais les principaux, ceux sur lesquels on va contrôler particulièrement quand on va sur le terrain. Et ces points valent pour les propriétaires, pour les exploitants et pour leurs prestataires. Globalement, la contractualisation, ça concerne tout le monde. Dès lors que vous engagez un acte de gestion, des travaux, une activité d'exploitation, alors les travaux, ça peut être entretien sur la forêt, ça peut être récolte du bois, tout acte avec un prestataire doit être contractualisé. Alors, j'ai mis un petit attention pour rappel, n'oubliez pas les mentions PEFC. J'en avais parlé lors du premier ou du deuxième webinaire, peut-être même pendant les deux. Mieux vaut plusieurs fois que pas du tout. Les mentions qu'on demande, c'est que vous fassiez bien référence à PEFC, votre numéro PEFC, pour que votre interlocuteur qui achète le bois, qui le revend en fonction de qui est concerné, il sache bien à qui il a acheté et quel numéro il doit mettre sur les contrats pour faire le système de traçabilité du bois PEFC. Donc, le numéro PEFC, le respect des exigences du standard PEFC, vous êtes un propriétaire PEFC, vous faites travailler une entreprise qui n'est pas PEFC, eh bien tant pis, elle va quand même respecter vos exigences. C'est pour ça que vous devez les mentionner et leur mettre en annexe. Et le devenir des rémanents, toujours. La traçabilité papier, c'est ce qui fait foi et qui traverse les époques et les différents propriétaires sur un bois. Ensuite, en termes de démarche administrative, encore une fois, je suis dans le cadre réglementaire. Là, en fonction de qui vous êtes sur le chantier, vous êtes ou pas concerné. Globalement, déclaration de chantier, fiche de chantier, déclaration de chantier, déclaration d'ouverture de chantier, je précise parce que c'est pas forcément clair. Fiche de chantier,
ce qu'on appelle déclaration préalable de travaux, DT, DICT. Donc tout ça, ça incombe au donneur d'ordre, à celui qui, ah, je vais préciser, c'est pas forcément donneur, c'est celui qui réalise la prestation de travaux. Celui qui, par exemple, qui coupe le bois. Si c'est l'exploitant forestier qui a acheté le bois, c'est à lui de faire cette déclaration d'ouverture. C'est à lui de mettre en place la fiche de chantier à transmettre à toutes les personnes qui viennent sur le chantier. Je referai un focus sur le volet exploitant, donneur d'ordre et le lien avec le prestataire. Mais globalement, autour de l'exploitation forestière, il y a un certain nombre de démarches à faire. Si c'est le propriétaire qui décide d'exploiter par lui-même les bois et ensuite de les vendre sur le marché, le propriétaire, s'il fait appel à des bûcherons, est soumis à ces mêmes règles parce qu'il se transforme en donneur d'ordre sur un chantier forestier. Dans le cadre de ces chantiers, c'est pareil. PEC, il y a un certain nombre de points qui ne changent pas en lien avec la gestion des déchets. Il y a des points qui vont changer et je ferai un zoom dessus tout à l'heure. Mais quand on parle de gestion des déchets, c'est-à-dire quand on fait des vidanges, l'huile, quand on change un flexi en forêt sur le matériel, ce sont des déchets. Ils doivent être traités, recyclés selon les voies légales en place. Et dans la mesure du possible, tracer tous ces dépôts en déchetterie, cette récupération par des professionnels. Tracez-le parce qu'encore une fois, la crédibilité d'une certification repose sur la traçabilité et la documentation du coup. Donc, on respecte le cadre réglementaire et le cadre réglementaire nous demande de respecter les règles d'hygiène et de sécurité. Rien de nouveau là-dedans, tout ça c'était déjà en application actuellement. DUERP, document unique d'évaluation des risques professionnels. Il ne concerne que les structures qui ont des salariés. C'est un document qui recense les risques et les mesures mises en place pour limiter ces risques. Je donne un exemple, le risque de se faire tomber une branche sur le coin du nez ou sur un pied et pour une fracture, va mettre en place des équipements de protection individuelle, ne pas aller en forêt quand on a une tempête et on est en vigilance orange. C'est ce genre de choses qui peuvent être recensées dans le DUERP. Les EPI, équipements de protection individuelle. Bon, là, je ne vais pas vous recenser tout dans chaque corps de métier, mais globalement, protection visuelle, sonore, tête, donc casque, euh, les fluos, les vêtements de haute visibilité, les chaussures de sécurité, en fonction de si vous êtes un bûcheron manuel, le pantalon, le gant, etc., etc. Quelque chose qui ne change pas entre le standard actuel et le prochain, c'est la formation aux gestes de premier secours. Officiellement, dans la loi, elle est imposée à tout travailleur en forêt. Avant, il y en avait un minimum de 1 en fonction d'un certain nombre d'équipes ou de 2 si on était une grosse équipe globale. Aujourd'hui, la loi impose à tout le monde d'avoir, tous ceux qui travaillent en forêt, d'avoir réalisé cette formation de gestes au premier secours. Et toujours travailler en faisant appliquer les exigences PEFC. J'en ai déjà parlé sur les précédents standards. Donc, vous faites travailler l'entreprise PEFC, très bien elle est au bout des exigences. Et travailler quelqu'un qui n'est pas certifié, il se doit de travailler de la même manière. Que ce soit un exploitant vis-à-vis d'un propriétaire ou d'un prestataire vis-à-vis de son donneur d'ordre. Dès lors que vous travaillez, que vous êtes une entreprise PEFC et que vous travaillez sur une propriété PEFC, tout le standard s'applique sur la forêt. Je reviendrai sur le webinaire dédié exploitation forestière, donc pour les entreprises d'exploitation forestière. Je reviendrai sur la relation donneur d'ordre, prestataire, PEFC, pas PEFC. J'en avais parlé lors du premier webinaire. Je referai un zoom dessus sur l'avant-dernier webinaire, du coup le 5e. Non, le 6e, pardon. Les ETF exploitants, c'est le dernier, c'est le 6e. Donc, encore des points qui n'évoluent pas. Donc, sur le matériel qui vient en forêt, c'est un matériel qui est adapté au sol, adapté aux conditions climatiques, adapté au peuplement, à la pente, par exemple, et qui doit être en bon état de fonctionnement. Petit détail, c'est-à-dire en termes de fuite, un matériel qui arrive tout dégoulinant d'huile, malheureusement, en termes d'éthique et de gestion durable, on n'y est pas. Donc, c'est pour ça qu'on dit bon état et PEFC est davantage sur entretenir au quotidien pour éviter des fuites plutôt que de réparer en cas de crise et de gérer la situation de crise en forêt. Non, si on entretient bien, on évite le risque de fuite, de casse, de panne et de tout ce qui peut couler indirectement en forêt. Et de fait, on demande toujours dans le standard d'avoir le kit absorption des huiles, le kit anti-fuite, dans l'engin, de préférence et pas dans le véhicule. Enfin, c'est pas de préférence, c'est dans l'engin et pas dans le véhicule qui se trouve des fois à des centaines de mètres de la panne et de la casse.
En termes de sécurité, dans ces machines, c'est pareil, on retrouve toujours les mêmes équipements, extincteurs et trousses de secours. Encore une fois, le social est aussi important pour nous que l'économique et l'environnemental. En cas d'accident, la trousse de secours dans le véhicule, c'est pareil, elle n'est pas d'une grande utilité. Donc, ayez cette trousse, même pour vous, propriétaires, si vous faites des travaux à votre compte, ayez ces gestes de premier secours, ces gestes de bon sens pour limiter la gravité des accidents quand ils arrivent. Et on croise les doigts pour que ça n'arrive pas. Pareil, adopter des pratiques respectueuses de la forêt, et je vais vous donner des exemples. Quand il pleut, quand il y a des intempéries, qu'il y a une grande quantité d'eau, vouloir débarder absolument le bois parce que on veut terminer ce chantier, passer la machine sur le prochain, ça crée des ornières qui sont un peu plus profondes à chaque fois, qui risquent d'entraîner et de la casse sur le peuplement, et de la casse sur les infrastructures, et de la casse sur les machines. Donc, les bonnes pratiques, c'est on voit que la météo ne le permet pas, malheureusement. Il faut stopper de façon temporaire le chantier de telle manière à éviter cette casse. Même si vous allez me dire, on peut remettre en état. Les remises en état, des fois le terrain a été trop abîmé, la remise en état ne remet visuellement, mais l'impact sur le sol, lui, est à long terme. Bon, l'huile bio, c'est recommandé, ça n'est pas obligatoire. Et dans le nouveau standard, on est toujours sur une recommandation. Respectueuse de l'environnement, je pense au risque incendie. Nous sommes dans une région méditerranéenne. Les bonnes pratiques, ce sont aussi les horaires de travail et respecter les arrêtés. Cet été, nous avons eu des arrêtés d'interdiction d'accès au massif sur certaines plages horaires. On encourageait les professionnels à travailler très tôt et s'arrêter à midi, 13 heures, de telle manière à limiter le risque de départ incendie de par l'intervention humaine en forêt. Une étincelle, une lame de métal qui touche un caillou, étincelle, incendie, ça part dans tous les sens. Donc, il y a des bonnes pratiques à mettre en place au quotidien pour limiter l'impact en forêt et limiter un certain nombre de risques. Faire bon usage des dessertes, donc ça c'est pareil, ça existait déjà, ça continue d'exister dans le nouveau référentiel. Il y a des dessertes qui sont mises en place pour la vidange des bois, pour le stockage. Les utiliser à bon escient, limiter l'impact partout sur les sols forestiers. Encore une fois, ces machines, c'est pas quelques kilos, c'est des tonnes. Et les études ont montré que un sol tassé, même si visuellement la végétation a repris le dessus, le sol est tassé pour des dizaines et des dizaines d'années. Ça en met très longtemps à retrouver la structuration qu'il y avait eu avant l'impact de tassement. Et ça a un impact derrière pour le peuplement sur la régénération, sur la capacité au sol, à la forêt à repousser sur ces sols tassés. Donc, maîtriser l'impact sur les sols, c'est très important. Donc, maîtriser aussi l'incirculation des machines dans les forêts. D'où le fait qu'on privilégie les cloisonnements, là où c'est possible, parce que tous les peuplements ne sont pas forcément cloisonnés et cloisonnables. Et dans le cas où il n'y a pas de cloisonnement, limiter la circulation, ne pas aller chercher chaque arbre au pied de l'arbre. Essayer de trouver une technique qui permette de limiter la pénétration dans les parcelles. Donc, impact sur le sol. Après, il y a tous les équipements qu'on peut mettre sur les machines, type Trax, etc., treuil, machine plus légère. Ça, c'est à chaque professionnel de choisir la solution la plus adaptée à la coupe et au peuplement. Maîtriser l'impact sur les ressources en eau. Je le dis parce qu'on a eu un certain nombre d'écarts et c'est des écarts qu'on retrouve de façon récurrente en forêt. La ressource en eau, ça peut être des fossés, mais ça peut être surtout des cours d'eau avec des ripisylves. Il y a une réglementation qui existe sur le fait qu'on ne doit pas traverser un cours d'eau sans avoir une autorisation particulière. On peut le faire, mais elle doit être cadrée. Il n'y a pas que le cours d'eau qui est pris en compte. Il y a les bords. Et souvent, on pense au cours d'eau, mais on ne pense pas au ripisylve. Le cours d'eau, ça prend en compte le lit, là où l'eau circule, mais ça prend aussi les berges. Une berge déstabilisée, c'est quand il va y avoir une crue, ça risque de partir dans le cours d'eau. Donc en fait, on détruit autant le milieu à circuler, en proximité que dedans. Quand c'est la distance minimum de non-circulation, donc 10 mètres des cours d'eau. À intégrer aussi dans le cadre des plantations. Je pense aux peupleraies. Souvent, les peupliers sont plantés avec cette distance, mais il suffit qu'une ligne soit plantée à moins de 5 mètres d'un cours d'eau. Tout l'entretien que vous allez faire avec les machines de nettoyage de toute la strate herbacée qui est concurrente, et forcément, vous allez circuler à moins de 10 mètres parce que ces arbres sont à moins de 10 mètres et vous allez avoir un impact sur le milieu. Donc voilà, c'est cette intégration qu'il faut prendre en compte.
Voilà pour maîtriser l'impact sur les sols et maîtriser l'impact sur la ressource en eau. Je vous ai donné un exemple, mais des sagnes, des tourbières sont des milieux humides à intégrer aussi dans l'exploitation. Éviter l'exploitation dans ces zones sensibles. Et si jamais il y a un arbre qui est obligé d'être abattu dans ce sens, retirez-le, ne laissez surtout pas de rémanents dans ces milieux-là. Bon, je vais parler de ce qui ne évolue pas. C'est un petit rappel. Parlons de ce qui évolue. Exploitation, coupe rase, le lien, coupe de bois. Les exigences sur les coupes rases évoluent sensiblement sur ce nouveau schéma. Elles sont interdites dans les zones de protection fortes, comme je vous l'ai expliqué selon les définitions que je vous ai expliquées dans les premiers webinaires, et sur les ripisylves. Alors, c'est le cadre général. Si demain, vous avez un entretien de ripisylve à faire, vous avez une autorisation, vous êtes habilité à le faire, elles sont autorisées. Mais de manière générale, si vous n'êtes pas dans ce cadre spécifique, les coupes de ripisylve sont interdites. Je vous donne encore un cadre général. Il y aura des exceptions à ces règles-là, sanitaires, incendie, où il faut évacuer le bois. Mais là, je parle vraiment du cadre général. De manière générale, les coupes rases seront limitées à 2 hectares dans les zones de pente forte, donc c'est-à-dire supérieure à 30%, et dans les zones forte sensibilité paysagère. Sensibilité paysagère, on en a parlé. C'est très subjectif le paysage, mais là, dans le nouveau schéma PEC, ça a été illustré de telle manière à ce qu'on perçoive mieux ce qu'on entend par sensibilité paysagère. Site inscrit, vue panoramique, classé, enfin, les enjeux sont évalués au regard de critères qui sont objectifs et qui ne sont pas forcément purement je trouve ça beau, donc c'est paysager. Sinon, en dehors de ces cas spécifiques, les coupes rases seront limitées à 5 hectares, à une surface inférieure à 5 hectares, et elles pourront être dépassées de façon exceptionnelle si on produit un document argumenté qui permet de justifier d'une amélioration avec un diagnostic. Alors, tout ça, on aura des documents de type à proposer aux propriétaires. Encore une fois, ces documents ne sont pas finalisés. Comme je vous l'avais expliqué, nous sommes en période de transition. Pour nous, l'objectif, c'est de le mettre en application le 1er janvier. Donc là, d'ici la fin de l'année, on va finir tous les outils qui permettent aux propriétaires de mettre en place le diagnostic facilement. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend comme information. Quoi qu'il en soit, en intégrant tous ces cas, le seuil devra rester inférieur à 10 hectares. Vous avez posé la question des PSG, de tout ce qui est agréé. Il y a un certain nombre de cas, comme on vous disait, de cas exceptionnels documentés sur des coupes sanitaires. Mais tout ça, encore une fois, c'est de cas général. De manière globale, pensez 2 hectares en zone de pente et zone sensible, 5 hectares sinon, moins de 5 hectares. Et de toute manière, ça ne pourra pas dépasser les 10 hectares. Pourquoi est-ce que le standard est devenu beaucoup plus restrictif sur ces milieux-là? Il y a alors, c'est vrai qu'il y a une exception à laquelle je n'ai pas parlé parce que tous ces points-là ne s'appliquent pas sur les peuplements résineux monospécifiques. Ça veut dire si vous avez une coupe Douglas monospécifique, c'est-à-dire que c'est pas du chêne dans des Douglas parce que là, du coup, on est plus sur une coupe monospécifique. Ces seuils pourront être dépassés. Encore une fois, là, je vous parlais vraiment de cas très, très général. Et petite notion très importante sur les seuils de coupe rase. On prend en compte dans le nouveau schéma, ce qui n'existait pas avant, la notion de mitoyenneté, de reconstitution des peuplements. Donc, j'essaie de l'illustrer parce que sur le texte, ce n'est pas forcément intuitif. Donc là, je vous ai fait une super parcelle rectangulaire, comme on a bien l'habitude de les voir sur le terrain. On sait bien qu'elles sont rectangulaires, bien délimitées comme ça, très, très grandes. Bon, on va prendre un cas très facile. Une parcelle rectangulaire, un massif de 8 hectares. Je coupe en 2024 2 hectares. C'est une forêt très plate. On est vraiment dans de la plaine toulousaine, tout va bien. Donc, je coupe 2 hectares en 2024. On est en dessous de mon seuil de 5 hectares, tout va bien. L'année d'après, c'est une petite parcelle voisine qui doit être coupée. Pareil, 2 hectares en 2025. Donc, le cumul des deux, je suis toujours en dessous du seuil de 5 hectares, je n'ai pas de problème. La première coupe n'a pas été renouvelée, que ce soit reboisée ou régénérée naturellement. Je suis toujours sur un seul à nu. Deuxième hectare, donc ça fait PEC considère du coup l'entité globale 4 hectares. Si l'année suivante, je veux couper 2 hectares supplémentaires,
Le problème, c'est que si je n'ai pas régénéré mes 2 premières parcelles, le bloc finalement d'un seul tenant fait 6 hectares. 6 hectares, on est au-dessus du seuil. Si je n'ai pas un diagnostic qui permet de montrer que c'est bénéfique selon les critères PEFC, ce ne sera pas possible. Sauf si mon premier bloc a ce qu'on considère comme une régénération acquise selon la définition de l'IFN. Si j'ai régénéré, je reste sur mon bloc de 4 hectares, sol à nu, mitoyen d'un seul tenant. Si je n'ai pas régénéré, je suis à 6 et donc cette coupe ne serait pas possible. Donc il faut vraiment intégrer cette notion de continuité de coupe. Et on n'est plus que sur un bloc à l'échelle de la parcelle, on est sur aussi une continuité temporelle. C'est-à-dire que là, dans le temps, si on cumule et qu'il n'y a pas eu de renouvellement, on ne pourra pas les cumuler, ces parcelles. J'étais en train de me dire, bon, on parle à l'échelle, donc pardon, je fais simple. 2 propriétaires voisins. Monsieur X avait coupé ses 2 premiers hectares, là. C'est Madame Y qui a coupé là. Ben vous n'êtes pas responsable, votre couple, c'est indépendamment à l'échelle du propriétaire, on ne regarde que la propriété du propriétaire. Par contre, un exploitant, on regarderait, lui, le massif, l'échelle globale du massif. C'est à l'exploitant aussi d'être sensible à ça, parce que lui, on ne va pas regarder que l'entrée propriétaire. Voilà. Pourquoi on a fait évoluer ça? Parce qu'en fait, le sujet des coupes rases, et vous le savez aussi bien que moi, c'est un sujet hautement sensible sur lequel on a une levée de bouclier énorme. Et on se doit de montrer aussi qu'on intègre des sensibilités qui ne sont pas purement des sensibilités extravagantes. Ça a un impact sur le paysage, ça a un impact sur les sols, ça a un impact sur la continuité écologique. D'où le fait que le standard ait été revu à la hausse sur ces exigences. Sachant que de toute façon, s'imposent à nous les SRGS. Si jamais les schémas régionaux sylvicoles sont plus stricts, ça prend le pas sur la certification PEFC. Dans certaines régions, il est interdit de couper plus que 4 hectares en zone hors pente, hors sensibilité. Et c'est cette réglementation-là qui prendrait le pas sur les exigences PEFC. Voilà ce que je voulais vous dire, pardon, sur l'exploitation et les coupes rases. Encore une fois, si jamais vous avez des questions sur des cas très particuliers, parce que je parle de grandes généralités, et le standard prend en compte un certain nombre de cas particuliers, n'hésitez pas à nous les poser. Je répondrai sur ces cas particuliers. Sachant que là, pendant la présentation, je ne vois pas vos questions, on y reviendra à la fin s'il y en a. J'entends des bip bip, donc je me doute qu'il y a des interventions, mais je ne peux pas les lire là pour l'instant. Autres exigences. Bon, là, je vais les passer un petit peu plus vite. J'avais vraiment fait un focus exploitation aujourd'hui. Gestion des déchets. Donc, je vous ai parlé des déchets. Il y a un certain nombre de choses qui évoluent de par les pratiques qu'on a constatées en forêt. On s'aperçoit que souvent dans les plantations, pour la protection contre le gibier, il est mis des protections individuelles autour des arbres. Souvent, elles sont dans l'itinéraire sylvicole, on a bien pensé à leur implantation au moment de la plantation. Il est rarement programmé l'enlèvement de ces protections une fois que le peuplement n'en a plus besoin. Et 20 ans après, les protections en plastique éclatent, se délitent et finissent en forêt. Donc là, on est vraiment sur du déchet. Une fois qu'il n'y a plus de fonctionnalité pour la forêt, tout ce qui n'est pas d'origine biodégradable est un déchet. Si vous avez des protections comme ça se fait maintenant en bambou, c'est pas considéré de la même manière. Et des protections en plastique, en métal, là, une fois qu'elles n'ont plus de fonction pour l'arbre, elles se transforment en déchets, il faut donc les évacuer de la forêt. Donc c'est là que l'exigence a été précisée. Et toujours, encore une fois, éliminer ces déchets selon des filières appropriées et garder, dans la mesure du possible, les traces de ces enlèvements. Certaines déchetteries ne vous fournissent pas de justificatif, mais si c'est une entreprise, vous pouvez demander un bon d'enlèvement. Les déchets sauvages, vous n'avez pas la main dessus, je sais bien, mais dès lors que vous en constatez, que vous les enlevez, il est important de faire remonter l'information aux autorités compétentes parce que sans ça, il n'y aura jamais d'amélioration, de verbalisation, de campagne de sensibilisation, etc., etc. Et pareil, encore une fois, si vous avez la possibilité, un coût raisonnable, encore une fois, c'est des préconisations, ce ne sont pas des obligations, d'utiliser des alternatives biodégradables au plastique. Ce serait toujours préférable à la forêt, même si aujourd'hui, on est conscient que ces alternatives peuvent être beaucoup plus onéreuses et que dans certains cas, ce n'est pas possible pour le propriétaire. Donc, ce n'est pas, encore une fois, une obligation, mais une préconisation.
Bon, les herbicides de synthèse, globalement, dans le précédent standard, il y avait déjà des interdictions. Interdiction herbicides de synthèse, bon, là c'est vraiment précisé. Sachez que dans le standard qui s'applique déjà là, les intrants sont interdits sauf cas très particuliers sur les peupliers. Mais tous les produits phyto, les traitements étaient déjà interdits sauf de cas de nécessité avérée. Euh, Demain, on est sur les mêmes lignes directives. Mais s'il y a un problème sanitaire grave en forêt et qu'il y a un produit qui a été homologué forêt et que c'est la seule solution pour maintenir le peuplement en état sain, ce sera un cas dérogatoire. On n'omet pas ces éléments-là. C'est juste de manière générale, les herbicides de synthèse sont interdits. C'est du bon sens, ce sont des intrants qui n'ont rien à faire sur le sol forestier. L'équilibre forêt-faune, donc forêt-gibier. Il y a pas mal de choses qui existaient déjà dans notre standard. Maintenir l'équilibre sylvo-cynégétique, ça fait partie de la gestion forestière durable. C'est un enjeu majeur dans le contexte où le déséquilibre est grandissant dans les forêts. Alors, ce déséquilibre, il n'est pas constaté dans tous les massifs, mais globalement, on précise ce qu'on attend. Là, le but, c'est d'avoir davantage d'échanges entre les acteurs forestiers et de la chasse, remettre un dialogue terrain et de trouver des solutions qui sont adaptées. Encore une fois, on ne pénalisera pas le propriétaire s'il a tout essayé et qu'il en est dans une impasse, soit de par les acteurs qui ne veulent pas interagir avec lui, soit de par les solutions qui n'ont pas été efficaces. Le but, c'est quand même d'avoir une bonne connaissance des plans de chasse, du taux de réalisation. En fait, connaître ce qui se passe sur son territoire et favoriser toute la gestion et les actes qui permettent de retourner un équilibre. Donc, c'est-à-dire faire chasser sa forêt, là où on voit qu'il y a du gibier qui est en déséquilibre, avoir les résultats des plans de chasse et encourager, dans la mesure du possible, trouver des solutions de telle manière à ce que ces plans de chasse soient bien réalisés. Vous voyez, encore une fois, que c'est dans le cadre de location. Si le propriétaire ne maîtrise pas son droit de chasse, encore une fois, il est limité sur ces moyens-là et il n'est pas concerné. Mais pareil, dans la gestion sylvicole, on peut favoriser une sylviculture qui permet d'avoir un sous-étage nourricier pour le gibier, de telle manière à ce qu'il n'impacte pas ou moins les peuplements de production. En fait, il y a un certain nombre d'éléments et dans le standard actuel, on précise ces alternatives pour encourager. Donc, vous avez vu, c'est chercher par tous les moyens à rétablir l'équilibre. C'est, encore une fois, mettre des moyens. Si le résultat n'y est pas, vous aurez mis les moyens. C'est vraiment l'objectif. Je vous ai mis, globalement, en fait, je vous ai précisé après, dans le standard, on précise plein de solutions d'alternatives sur tout ça. Encore une fois, traçabilité, certification, bail de chasse, alors contractualisation, c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, conventionnement écrit dès lors qu'il y a un acte de chasse. Ça précise les attentes, les obligations, les taux de réalisation, par exemple. Contractualiser, ça ne veut pas dire forcément faire payer. Nous, PFC, on ne regarde pas les échanges monétaires. Nous, ce qu'on vous demande, c'est de cadrer les écrits, les attendus, les limites et les exigences associées au partenariat que vous mettez sur votre forêt. D'où le bail ou le conventionnement avec les chasseurs ou les associations de chasse. Voilà pour l'équilibre forêt-gibier. Le risque incendie, c'est pareil, c'est un sujet qui explose sur le territoire et il faut vraiment l'intégrer, et de plus en plus. Le standard a été précisé, il n'est pas nécessairement plus exigeant, il est beaucoup plus précis sur ces textes. Identifier les zones concernées par le risque incendie et l'intégrer. Quand vous avez identifié ce risque, intégrer ce risque dans la gestion. Ça peut être des périodes d'intervention, ça peut être des équipements, ça peut être des pratiques comme le débroussaillement, comme il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent être intégrés là-dedans. Et dès lors qu'il y a des mesures territoriales, donc des plans PPFCI, comment c'est, plans de protection contre les plans de protection forêt contre l'incendie, je crois que c'est ça, PPFCI. Dès lors qu'il y en a un qui est inscrit et qui existe sur un territoire, on se doit de l'appliquer. Ça veut dire porter à connaissance et intégration et application en forêt. Et si vous créez de la desserte, que ce soit pour le lutte incendie ou de manière générale, la desserte en forêt, qu'elle s'intègre bien à tous les plans et schémas qui existent sur le territoire. Ne pas faire dans son coin, parce que le problème des incendies comme le gibier, c'est que ce n'est pas à l'échelle du propriétaire
que le risque s'atténue, c'est à l'échelle de massifs. Et d'où le fait de rester dans de la concertation et dans une réflexion globale. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le risque incendie. Et on est concerné, pour rappel, il a brûlé plus de 16 000 hectares cet été sur notre territoire occitan. Le paysage. Alors, le paysage, je refais un petit zoom dessus, j'en avais parlé sur le premier webinaire. La notion de sensibilité paysagère a été précisée dans le standard. Donc, qu'est-ce qu'on peut considérer comme ayant un impact sur le paysage? Là, on n'est pas purement sur impact sur le sol, on est vraiment sur un impact visuel. Alors, dedans, il peut y avoir des, des intégrations liées à de la réglementation, que ce soit site classé, inscrit, patrimoine UNESCO, mais pas que. Je vous ai mis le petit picto des vues panoramiques. Un propriétaire qui aurait des parcelles visibles depuis cette vue panoramique devrait le prendre en compte. Alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément très contraignant. Ça veut juste dire que si vous avez décidé de faire une coupe rase sur 10 hectares, c'est plus possible dans le standard, mais 5 hectares et qu'elle est hyper visible, peut-être qu'il y aurait une préconisation à faire sur couper par bouquet, attendre qu'il y ait une régénération, enfin, essayer de l'intégrer, de voir comment vous pouvez limiter cet impact au regard de cette sensibilité paysagère. La sensibilité paysagère, je vous ai donné un autre exemple auquel on ne pense pas forcément, un arbre remarquable. Si vous avez un arbre remarquable dans un peuplement, souvent l'arbre est remarquable, mais l'espace qui est autour de cet arbre l'est aussi. Donc, l'intégrer dans la gestion. Voilà pour l'aspect paysager. Globalement, j'ai fait le tour des points que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui. Il reste un petit peu de temps pour les questions, un peu moins de 10 minutes. Sachez que j'ai essayé de balayer sur le webinaire de la semaine dernière et celui-ci, je dirais 90% des points du standard. Encore une fois, il y a plein de petites notes et vous pouvez retrouver l'ensemble de ces exigences. Je vous ai mis le lien. Aujourd'hui, j'y ai pensé par rapport aux 2 semaines passées. En forêt certifié PFC France.org, qui est un outil assez pédago, assez ludique pour appréhender soit les exigences de manière générale, soit si vous êtes expérimenté, il y a 2 versions sur l'outil qui permettent d'appréhender les points du standard et les évolutions. La semaine prochaine, nous ferons un focus sur la transformation. J'essaierai d'illustrer avec quelques exemples. C'est pas la semaine prochaine, pardon, c'est dans 15 jours, le 4 décembre. J'essaierai d'illustrer avec des exemples très précis pour que vous puissiez voir concerné, pas concerné, qu'est-ce qu'on entend par transfo, etc., etc. Et les outils, je vais vous montrer des outils qui ne sont pas finalisés, donc un peu de clémence, parce qu'ils seront peut-être beaucoup plus performants une fois qu'on les aura finis, mais ça vous donnera un bon ordre de grandeur de ce qu'on essaie de mettre en place pour vous faciliter la tâche sur qu'est-ce qu'on considère comme une transformation et qu'est-ce qu'on doit mettre en place s'il y a transformation. Voilà, donc, place aux questions. Oui, Coralie, donc si tu veux que je te lise les Ouais. questions peut-être. Donc déjà, il y avait des premières réactions. Alors, Paul Morin confirmera au sujet ripisylve-populiculture dans les vallées, c'était au sujet des coupes rases. Parce qu'après, du coup, il y a 2 questions en lien avec les coupes rases, savoir est-ce que, dans le cas des peupleraies, est-ce que c'est aussi considéré comme une coupe rase et donc on peut plus couper les peupleraies au-dessus d'une certaine surface Alors, dans le cadre de la certification? ouais. Alors, du coup, dans le standard actuel, quand même, l'exception est faite. Alors, vous allez reprendre la page sur les coups quand même, pas dire de bêtises. Mais les exceptions faites, elles concernent les peuplements monospécifiques résineux. Donc, je vais reprendre la page parce que est-ce que les peupleraies ont été concernés par cette exception? Tac, 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 tac. Respecter un seuil intérieur des hectares. La seule exception à ce seuil concerne les coupes de peupleraies. Donc, les peupleraies font bien part de ces exceptions. Et de plantations résineuses monospécifiques. Donc, oui, les peupleraies ont bien été intégrées à l'exception. Ensuite, donc, quelles sont les autorités compétentes pour les dépôts de déchets sauvages? Alors, bon, il y a toujours les mêmes courantes, hein, la police municipale, mais je pense que c'est important aussi de faire remonter ça à vos mairies, aux élus des mairies, parce que vous êtes sur un territoire communal. Et il y a des mesures qui sont prises souvent à l'échelle du territoire communal. Donc là, c'est à voir en fonction de... Est-ce que vous avez une Comcom, une communauté de communes? Est-ce que c'est juste la commune? Mais en tout cas, pardon, sur le dépôt sauvage, il y a les autorités compétentes, quand même, la police municipale.
pour les mains courantes. Et après, il y a les élus de votre territoire. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui avait déjà réagi dessus. Ce sont les maires qui doivent prendre les mesures nécessaires. Oui, effectivement. Encore une fois, les mesures, il y a le propriétaire doit traiter malheureusement les déchets qui ont été mis sur sa propriété et c'en est triste. Mais effectivement, ce sont les élus qui prennent vraiment des mesures, des fois élus ou comme, encore une fois. Et en fonction de la gravité, parce que si c'est juste, j'allais dire, une bouteille, malheureusement, l'impact, embêtant pour vous, propriétaire, mais pas si grave. Mais quand on est sur du dépôt d'amiante en masse d'un artisan, c'est pas la même chose pour le propriétaire à enlever et à traiter. Et les maires doivent être informés, mais derrière, il y a un suivi. S'il peut y avoir des amendes et une remontée sur la personne qui peut le faire, c'est important. Et c'est pour ça que je vous parlais de plainte auprès des services des forces de l'ordre. Mais PFC, nous n'allons pas vous imposer ça. Nous allons juste vous imposer, vous demander de remonter l'information à qui de droit, donc l'élu à minima. Les plans de chasse sont toujours réalisés par définition. C'est ironique. Une non-réalisation est trop lourde de conséquences. Alors, d'expérience, je le vois, effectivement, il y a des pénalités, il y a des minima. On est d'accord sur les plans de chasse. Et encore une fois, ces minima, c'est sur une année. La réalisation d'un plan de chasse, je vous donne un exemple. Le plan de chasse, on peut essayer d'orienter, de prélever peut-être principalement des femelles en début ou de réaliser 2 tiers du plan de chasse sur la première partie de la saison pour limiter la reproduction. Il y a plein d'autres choses sur la réalisation par rapport à la périodicité de réalisation du plan de chasse. Mais effectivement, il y a déjà des pénalités sur les minima. Entre le minima et la réalisation à 100% du plan de chasse, il y a un delta et ce delta, des fois, peut être impactant pour le massif. Voilà. Donc c'est pour ça le suivi et la connaissance des taux de réalisation des plans de chasse. Moi, j'en vois pas d'autres des questions par rapport à ce qui a été marqué dans le chat. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc oui, n'hésitez pas à envoyer des questions même en dehors des webinaires si vous en avez. On peut y répondre en dehors du temps du webinaire. Du coup, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci Coralie, merci à tous pour votre présence. On est arrivé au terme de ce 3e webinaire. J'espère que le webinaire il aura répondu à vos questions sur les évolutions du nouveau standard PEFC. Le prochain webinaire, donc, il aura lieu dans 15 jours, comme le disait Coralie, le jeudi 4 décembre à 18 h. Et donc, on reviendra sur les nouvelles exigences de la gestion forestière PEFC en lien avec le maintien de la ressource forestière et la transformation. En tout cas, merci aux fidèles et puis à dans 15 Voilà. jours. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.